Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Grand Dossier sur 10e rue MK. Et votre émission qui vous parle des dossiers. À ce moment ici, nous allons parler du bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023. Le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous sommes maintenant au moment électoral, au moment maintenant de vote, le 20 décembre, où nous allons voter. On va voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec quel bilan? Est-ce Félix Tshisekedi Tshilombo a fait quoi sur le plan économique? Ce soir ici, nous avons quelqu'un, un grand responsable au cadre de l'IDPS. Il va nous parler du bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le plan économique. Son nom c'est Désiré Mawa Bol Mako. Il est secrétaire national à l'IDPS et puis il est aussi président du conseil d'administration et haute autorité de l'aviation civile à République démocratique du Congo. Monsieur Désiré, bonsoir. Bonsoir Monsieur Clément, très content de vous recevoir encore dans ce bureau. Merci beaucoup. Monsieur Désiré, on va parler du bilan du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De 2019, vous étiez à côté du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme conseiller au collège du commerce extérieur avant de devenir PCA. Nous parlons du bilan. Quel bilan on peut attribuer à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le plan de l'économie que vous-même vous étiez là en 2019? Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. Je crois mon nom, vous l'avez un peu mal prononcé. Je m'appelle Désiré Mouala Bolmako Matalatala. Je peux effectivement évaluer l'action économique du régime Tshisekedi dans la mesure où j'ai été pendant 4 ans conseiller principal au collège commerce international et depuis une année je préside le conseil d'administration de l'autorité de l'aviation civile. Donc je suis un acteur politique, je suis un grand combattant de l'UDP depuis plus de 40 ans. Et je voudrais vous dire que le programme économique du gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se représente comme candidat à sa propre succession au numéro 20, ce programme a été globalement positif. Je voudrais vous dire que d'abord le président a pris le pouvoir dans un contexte très difficile. En 2019, en janvier 2019, le pays était pratiquement banni de la communauté économique internationale. Lorsqu'on parle de la communauté économique internationale, on pense principalement aux 2 institutions de Bretton Woods qui sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et je crois que la première action du président a été de renouer, de reprendre les relations avec ces 2 institutions. Peut-être beaucoup de gens se demandent, il y en a qui critiquent la politique du Fonds, de la Banque mondiale. Ça fait l'objet de plusieurs écrits, émissions. Mais je voudrais dire que aujourd'hui, ces 2 institutions jouent un rôle d'analyste. Ceux qui connaissent, s'il y a une institution qui connaît mieux l'économie internationale, c'est bien ces 2-là, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Ces 2 institutions jouent un rôle de notation financière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en programme
avec ces deux institutions, les autres partenaires, notamment financiers et économiques, suivent l'exécution de ce programme pour voir s'il y a des progrès ou pas. C'est pourquoi souvent il y a ce que nous appelons la revue du Fonds monétaire international. Et cette revue-là sert effectivement à évaluer le chemin parcouru par l'économie, en termes notamment de cadres macroéconomiques comme le taux d'inflation, le taux d'échange, le solde de la balance commerciale, le taux de croissance, le chômage, ainsi de suite, et l'évolution bien sûr du budget. Donc, quand vous êtes en dehors d'un programme avec ces deux institutions, il ne faut pas oublier une autre fonction, parce que je n'ai pas tout énuméré. Ces deux institutions jouent le rôle de bailleurs de fonds. D'ailleurs, c'est leur principale activité. Ce sont ces deux institutions qui financent. La Banque mondiale finance les projets et le Fonds monétaire assiste le gouvernement dans sa politique monétaire et budgétaire. Donc, c'est une institution monétaire et la Banque mondiale, c'est une institution financière. Tout ont été créés, comme on le sait, en 1944, à la fin de la guerre, lorsque l'armée hitlérienne avait détruit les économies mondiales, il fallait maintenant construire un nouvel ordre économique international. Et ces deux institutions ont constitué donc les piliers monétaires pour les fonds, financiers pour la Banque mondiale. On oublie souvent, il y a la GATT, aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce, qui était le pilier commercial, et enfin l'Organisation internationale du travail, qui était le pilier social. Alors je voudrais souligner que si vous êtes en dehors, vous n'avez pas un programme avec ces institutions, vous aurez difficile d'abord à obtenir du crédit et l'aide des autres pays. Donc voilà, le premier rôle que le président a dit, c'était de mettre les choses en ordre utile pour bien sûr la bataille. Alors là, j'en viens au cadre macroéconomique, les mesures qui ont été prises. Ce sont des mesures essentiellement de réformes. Quand vous êtes en programme avec les fonds monétaires, vous souscrivez à un programme aujourd'hui soutenu par ce qu'on appelle la facilité des crédits, élargie des crédits. Donc vous présentez un programme de réformes sur le plan budgétaire et sur le plan monétaire. Donc là, nous étions très bien partis. Il y a eu de nouveaux animateurs qui étaient nommés à la tête de la Banque centrale. Et le Fonds monétaire international est venu plusieurs fois pour passer en revue l'exécution du programme. Et je crois là, la notation que nous avons eue jusque-là a été très bonne. Mais les efforts que le chef de l'État avait entamés, parce qu'on avait vu en 2018, notre pays était coupé avec le fonds de Banque mondiale, même de l'FMI. Mais comment le chef d'État a rénové cette confiance-là au niveau de bailleurs de fonds? Oui, le problème, c'est que l'ancien régime, le régime qui l'avait précédé, ne voulait pas collaborer avec le fonds. Donc c'est un régime qui était marginalisé à cause des sanctions qu'il avait subies pour notamment la violation massive des droits humains. Donc c'est cet élément qui a fait que le régime qui a précédé celui de Tshisekedi, c'était un régime qui était en marge de la communauté internationale, et ce qui explique que l'économie avait éprouvé beaucoup de difficultés. Alors, donc voilà, le président a entamé de programmes de réforme, et je voudrais souligner, puisque le programme du président, c'est un programme qui est basé sur la lutte, disons, la réduction de la pauvreté. Vous ne pouvez pas réduire la pauvreté si il n'y a pas des entreprises qui produisent les biens, parce que la croissance économique, c'est l'augmentation de la production. Alors là, le chef de l'État a créé, a mené un combat pour l'assainissement du climat des affaires. Et là, plusieurs mesures ont été prises. Il y a le guichet de création des entreprises. Il y a une loi qui a été votée au Parlement, loi sur le blanchissement des capitaux, la création des zones économiques spéciales. Parce que les gens oublient trop souvent aujourd'hui,
pourquoi la Chine est devenue une grande puissance? C'est parce que la Chine, on parle de Vanzhou, mais c'est une zone économique spéciale. C'est une zone où l'investisseur vient, investit, produit, exporte, importe, sans payer les frais de douane, voire même les impôts, pendant une certaine période. C'est comme les zones spéciales économiques de Maluku. Celle-là, c'est l'une des... Il y a Maluku, celles qui sont opérationnelles, il y a Maluku et il y a celle de Lualaba. Et ça sera aussi scellé. Oui. Alors, il y a une qui est porteuse vraiment de désespoir pour l'industrialisation du pays, c'est la zone économique spéciale de Kintere, frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Donc c'est une zone qui va servir spécialement pour les industries des batteries électriques. Oui. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la transition écologique. Donc maintenant, on fait tout pour éviter de consommer tout ce qui pollue, comme le pétrole. Alors les futurs véhicules, ce sont des véhicules qui seront essentiellement électriques. Et l'agence Bloomberg a mené une étude de faisabilité pour démontrant plutôt qu'il est plus intéressant à une industrie de produire des batteries électriques à partir du Congo-Zambie que de le faire ailleurs à cause de coûts. Donc il y a un avantage là. Et c'est ainsi que le président a saisi la balle au bon pour, avec son collègue Achille de la Zambie, pour créer un partenariat dans lequel les deux pays vont attirer les investisseurs pour produire de la batterie électrique et plus tard, pourquoi pas des véhicules. Donc, les zones spéciales, alors je continue. Ce sont les mesures-là. Alors, il y a la cellule de lutte contre les antivaleurs. Oui. Vous savez, nous sommes dans un pays où, depuis Mobutu lui-même disait le Congo, c'est un pays où tout s'achète ou tout se vend, parlant de la corruption. Et le chef de l'État a créé une cellule qui fonctionne au sein de son cabinet pour lutter contre toutes ces antivaleurs qui vicient le climat des affaires. Voilà un peu globalement ce que le président fait pour améliorer le climat des affaires. J'ajoute deux éléments, deux services, deux structures très importantes qu'on a créées, deux ministères. Le ministère numérique et le ministère de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes. Nous avons suivi ce mois-ci, le mois qui vient de se passer, comment est-ce que le chef de l'État a organisé dans sa résidence une grande rencontre de jeunes qui ont expliqué aux autres comment ils ont réussi à innover, à investir, comment ils ont quitté le chômage, comment ils créent la richesse et des emplois. Alors, il y a ce ministère-là que Tshisekedi a créé. Le numérique, c'est pour faciliter l'intégration, la bonne gouvernance et surtout pour lutter contre la fuite, notamment, vous savez, les impôts, les gens, la fuite des recettes. Il y a des gens, ils disent, j'ai payé l'impôt, quoi, il va montrer un reçu qui est un faux. Alors que là, avec l'ordinateur, on pointe et puis on sait vérifier si réellement. Donc il y a cette histoire-là, ces ministères que dirige quoi aujourd'hui le procès Ebérant, oui, le premier d'homme à diriger ce ministère, qui va aider les pays à se numériser, si je peux utiliser l'expression, à numériser toutes ces activités. Oui, monsieur Désiré, vous dites le bilan est largement positif, mais en réalité, sur le terrain, sur le plan économique, on a vu l'inflation du taux d'échange. C'était en 2019, c'était à 16 000. Aujourd'hui, nous sommes à 26 000, 27 000. Le bilan, sur le chef de l'État, comment jugez-vous? Mais écoutez d'abord une chose. Vous savez, les économistes parlent de cycle économique. Oui. Disons vulgairement, on dit les hauts et les bas. Oui. C'est-à-dire le cycle économique, c'est que
le processus économique se passe de manière qu'à traverser des incidents, des contraintes et des obstacles qui font que, par exemple, il y a l'offre d'un bien qui manque, et bien les prix montent. Hein? Supposons aujourd'hui qu'il y ait un événement à Matadi. On bloque pendant 2 semaines. Qu'est-ce qui va arriver? Tous les produits qui seront ici, les prix vont être relevés. Ça va créer l'inflation, parce que l'inflation, c'est en somme une hausse des prix, pour parler vulgairement. Donc, et puis, j'ai dit que l'inflation congolaise, c'est une inflation qui a une composante extérieure, internationale. Parce que vous savez pourquoi, et le Congo n'est pas le seul pays à souffrir de l'inflation. Tout a commencé avec la Covid. La Covid, on a fermé beaucoup d'usines. Donc, autrement, l'offre a baissé. Et là, les prix ont monté. Puis est venue la guerre ukrainienne. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, la Russie, c'est devenu les greniers agricoles du monde. Alors, et puis la Russie fournit les gaz, les pétroles, donc c'est un grand... Alors tout cela, ça a créé un choc, comme on dit, un choc. Nous avons suivi ce choc extérieur qui fait que l'inflation au Congo a une composante internationale. C'est ce facteur-là qui influe. Et il ne faut pas dire que nous sommes les seuls. Je vais prendre un exemple de l'économie locomotive du monde, la Chine. Jusque-là, la Chine, c'était un pays qui a connu un taux de croissance à 2 chiffres. Mais après le Covid, aujourd'hui, l'économie chinoise connaît des problèmes. Donc, le taux de croissance a sensiblement baissé et ça pose d'énormes problèmes parce que comme c'était le moteur de l'économie mondiale, cette inflation n'est pas alimentée par un financement monétaire, c'est-à-dire par des déficits budgétaires. Non, c'est un problème de conjoncture, un problème d'offre. Et il ne faut pas oublier que nous sommes un pays en guerre. Et la plupart des ressources de l'État sont consacrées notamment au secteur de la défense et de la sécurité. Alors donc, on n'est pas le seul, lui s'en faut. C'est un problème mondial, mais cela ne voudrait pas dire que nous ne pouvons pas lutter contre l'inflation. Il y a des mesures que le gouvernement a prises. Je citerai une qui est pour tenir compte de cet élément. On a dû supprimer pour une année la taxe sur la valeur ajoutée. Du TVA. TVA, pour permettre aux entreprises de faire face à ces contraintes. Donc, c'est autant vous dire que c'est un gouvernement responsable, il y a un problème qu'elles sont faits, et bien le gouvernement prend les taureaux par les cornes. Mais on ne peut pas prendre les réserves d'échange au niveau du Banque centrale, on puisse injecter ça sur le marché. Ok. Ça, c'est pour lutter contre l'inflation. Il y a plusieurs mesures. Il y a d'abord la première mesure la plus importante, c'est qu'il faut augmenter l'offre. Ah oui. Or, l'offre, ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. 5 ans durant. Quand le sac de manioc monte à Kinshasa parce qu'il y a pénurie, il faut du temps pour que le manioc quitte les Bandundu ou le Congo central pour arriver. Donc, il y a cet élément-là. Donc, je voudrais vous dire que c'est un problème que le gouvernement a pris, prend en compte. Le gouvernement ne croise pas les bras. Le gouvernement a pris, par exemple, cette mesure que je viens de relever, la TVA, pour lutter contre l'inflation. Monsieur Désiré, toujours nous parlons du bilan du chef de l'État sur le plan du commerce. On a vu le chef de l'État signer plusieurs accords avec des pays, avec des organisations internationales sur le commerce. C'est un avantage pour la République démocratique du Congo sur tous ces accords-là, ou bien qu'est-ce que la République démocratique du Congo produit pour qu'on puisse aller sur l'échiquier international? Je disais tout à l'heure que
le Congo ne vit pas en autarcie, hein, comme l'ancien régime. Le Congo, c'est un pays qui est ouvert au monde. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de faciliter la circulation des personnes et des biens. Et là, alors, j'en viens à ce que vous évoquez, aux accords commerciaux. Il y a 2 accords commerciaux très importants que je voudrais évoquer. Le premier, c'est la ZLECAf. Oui. Hein, c'est un accord de libre-échange continental africain. C'est un accord qui vise à faire de l'Afrique, comme aujourd'hui l'Union européenne, un marché commun. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire à l'horizon 2063, ça sera le centenaire de l'Union africaine, on estime que le Congolais peut exporter, importer d'un pays africain qui est membre de la ZLECAf sans payer les droits de douane. Donc c'est pour réduire le coût. Donc c'est à notre avantage. Parce que le Congo ne va pas seulement se limiter au marché congolais. Le Congolais peut vendre en Tunisie, en Égypte, en Afrique du Sud, au Zimbabwe ou au Cameroun. Donc la ZLECAf, c'est vraiment une avancée, c'est une révolution. J'ai eu le bonheur d'accompagner le chef de l'État lors du lancement de la ZLECAf en 2019, si je ne m'abuse, c'était au mois de juin, à Niamey. Ouais, c'était avec le président Youssouf. Donc ça, c'est ça qui va faire que nous puissions réaliser le rêve de Lumumba. Le rêve de Lumumba. De l'africanisme. Mais qu'est-ce que nous importons dans cet accord-là? Parce que nous ne produisions rien ici. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas voir les choses à court terme. Il faut toujours être visionnaire. Oui. Le Congo, nous sommes en train, l'économie du Congo est en train de subir des métamorphoses. Donc, avec la création des zones industrielles, dans l'économie spéciale, notamment à Maluku. Aujourd'hui, hier, nous, on importait des carreaux. Désormais, nous n'en importons pas, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons exporter. Donc, nous avons beaucoup échangé avec les pays africains. Les batteries sur lesquelles le gouvernement compte pour transformer une partie du cobalt au niveau national. Donc, nous sommes un pays à vocation exportatrice. Ah bon? Si aujourd'hui, le tout minier, donc, dans la balance commerciale, ce sont les mines qui l'emportent. Alors qu'en 1959, lorsqu'on accédait à la souveraineté internationale, la balance donnait 49% des produits agricoles contre 41%. Et le chef de l'État l'a bien dit, il faut la revente du sol et sur le sous-sol. Il faisait allusion à ce que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tout minier. Aujourd'hui, les mines représentent pratiquement plus de 90% de la balance commerciale. Et il faut inverser la tendance. Donc, ce marché-là, pour nous, c'est un marché dans la mesure où les pays se préparent à s'industrialiser. C'est un marché qui nous sera profitable. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans 20, dans 30 ans, le Congo va en bénéficier. Le second accord qui fait couler beaucoup de bruit, celui avec les pays de l'Afrique de l'Est, ce qu'on appelle la communauté économique de l'Est. Je crois que le chef de l'État l'a bien expliqué. Quand vous arrivez dans les provinces de l'Est, vous prenez les Nord Kivu, vous prenez l'Ituri. Mais ces populations sont tournées. Le marché, ils achètent, ils vendent. Où ça? Au port de Lobito, Tanzanie, Ouganda, donc Kenya. Alors, est-ce que vraiment il faut laisser ces pays, ces provinces, ne pas pousser les pays à l'intégration avec ces zones? C'est ça la raison qui a poussé le chef de l'État de le faire. Et puis, il y a aussi un élément très important qu'on a souvent oublié. Rappelez-vous quand Laurent Désiré Kabila, parce que la guerre aussi, c'est un élément qui a beaucoup poussé
à cette option lorsque Laurent Désiré Kabila était en difficulté avec ceux que nous connaissons. Mais il a dû adhérer rapidement au SADC pour obtenir l'aide militaire, notamment du Zimbabwe, l'Angola, qui nous ont beaucoup aidés. Et notre espoir, c'était ça. Notre espoir, c'était aussi un élément, l'intégration économique, mais aussi sécuriser nos frontières pour que ces pays qui sont nos frères, avec lesquels nous conversons désormais, et puis il y a dans les statuts de la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a une clause qui stipule que lorsqu'un pays est agressé, les autres viennent à son secours. Et je crois que c'est dans ce cas que les armées de la communauté de l'Afrique de l'Est étaient venues. Malheureusement, ça c'est entre nos espoirs, nos attentes et les réalisations, malheureusement, il y a eu un hiatus. Mais sinon, il faut se dire une chose, que le Congo est condamné. La guerre finira tôt ou tard un jour, mais le Congo est condamné à s'intégrer à cette communauté-là. Et peut-être c'est une communauté, je pourrais dire provisoire, puisque nous disons qu'à long terme, à l'horizon 63, c'est toute l'Afrique qui sera donc un marché commun. Donc voilà les deux accords sur lesquels le président a accéléré la ZLECAf, parce que la ZLECAf c'était bien avant, mais le président a poussé. Et puis je voudrais aussi ajouter la coopération avec l'Union européenne, qui nous étions membres de la communauté internationale. L'Union européenne aujourd'hui fait partie de nos partenaires. Sans oublier la Chine, sur laquelle était focalisée toute la coopération du régime, disons, Kabila était focalisé sur la Chine. Moi, Étienne Tshisekedi m'a dit, il faut, quand nous serons au pouvoir, nous allons diversifier. La Chine nous aide beaucoup. Et c'est avec raison, on ne pouvait même pas être en dehors de la Chine, puisque c'est le pays, que je le disais tout à l'heure, qui est la locomotive du monde. Et quand le président a pris le pouvoir, il n'a pas rompu avec la Chine comme beaucoup le croyaient, non, puisque l'ancien était là. Non. Je me rappelle, je suis le premier officiel du régime Tshisekedi à prendre contact de manière officielle avec les autorités chinoises en juin 2019 lors du forum de coopération sino-africain. J'étais à Beijing. C'est là où j'ai vu que finalement que toute l'Afrique était en relation commerciale et financière très avancée avec la Chine et que nous, on venait à peine d'y entrer. Donc, pour parler, puisque nous sommes dans le bilan, pour parler de la coopération, le président s'est rendu aussi au Japon. Hein? Il a été en Russie. Ne parlons pas de l'Union européenne où tout le temps il s'y rendait, aux États-Unis. Donc, le président Tshisekedi a réchauffé des relations commerciales, économiques et financières qui étaient pratiquement gelées sous son prédécesseur. Oui, monsieur Désiré, quittons un peu le domaine économique, on parle un peu du domaine financier, on parle de IGF, Inspection Générale des Finances. En 2018-2017, cette institution-là était là, attachée même à la présidence, mais ne contrôlait pas. En 2019, Félix Antoine Tshilombo vient aux affaires, on a vu directement en montant en puissance de l'inspection générale des finances. Quel bilan faites-vous de cette inspection générale des finances? Mais d'abord, il faut dire une chose. On dit la confiance est bien, mais le contrôle c'est mieux.
Moi, je suis sergent réserviste. J'étais à l'armée, Mobutu nous avait enrôlés en 71. Et lorsque nous sommes entrés à l'armée, la première leçon était ceux qui disciplinent les arts, et c'est ça un des acquis du régime Tshisekedi, c'était d'avoir ressuscité une institution qui était aux oubliettes. L'IGF était là, rien que de non, aucun moyen. Et l'avantage de l'IGF, c'est quoi? C'est d'avoir inspiré la peur du gendarme. Et là, il faut jeter vraiment des lauriers, des fleurs à M. Alinguet, l'inspecteur général. Parce qu'il a un travail aujourd'hui. Il y a les détournements, c'est difficile parce que l'IGF est en amont et en aval. En amont de la dépense et en aval pour le contrôle. Donc pour engager une dépense, l'IGF donne son avis. Conseil, non, écoutez, est-ce que ça répond aux règles de la comptabilité publique, aux règles budgétaires? Donc l'IGF, c'est la machine qui a permis au pouvoir de Félix de fermer les robinets. Et je comprends pourquoi la conséquence. La conséquence, c'est que les recettes ont quadruplé. Dans notre budget qui était de 4 milliards qu'on prenait le pouvoir, aujourd'hui nous sommes autour de 16 milliards. Mais ça c'est énorme, ça c'est une révolution. Et ça c'est grâce au travail que l'IGF faisait. Moi je suis un mandataire public, je peux vous témoigner que la peur qui nous habite, pour engager une dépense, il faut se poser la question, est-ce qu'on faut les jours que l'IGF viendra, est-ce que... Donc voilà, l'IGF est venu discipliner la gestion de la res publica. Et là, il fallait être Chilombo pour le faire, parce que les autres, bon, avaient le laxisme. Le laxisme, parce que l'argent était là. Oui. Pourquoi on s'arrêtait assis? Comment du jour au lendemain on est passé de 4 milliards à 16? Cela voudrait dire qu'il y avait un trou. Mais la population dit que l'IGF est là, oui, il fait très bien son travail, mais il dénonce, mais on ne voit pas les gens arrêter. Même si on arrête les gens, l'un des 4 matins, ils sont dehors. Pourquoi? C'est les faiblesses du régime Tshisekedi. Messieurs les journalistes, je vais vous apprendre d'abord une chose avant, une chose très importante. Je voudrais énoncer une règle très importante de ce que nous appelons un État démocratique. C'est un État, nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Nous avons le président et le gouvernement qui forment l'exécutif. Nous avons le Parlement qui contrôle. OK? Et nous avons la justice. J'ajouterai même un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais qui est de fait, la presse et l'opinion. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent ce rôle-là. Alors, dans un régime de séparation des pouvoirs, chacun fait son travail en fonction de ses responsabilités. Donc, personne ne peut pas aller s'ingérer dans les affaires de l'autre. L'IGF arrête. L'IGF envoie... Je ne voudrais pas discréditer notre justice. Je ne veux pas dire que tous nos magistrats sont stupides, sont corrompus. Non. Ce serait vraiment... ce serait faire un mauvais procès contre mettre sur la sellette de gens, des magistrats. Il y a des magistrats qui font leur travail. Je vais vous citer celui qui dirige aujourd'hui l'office de lutte contre le blanchissement. Le blanchiment. Adel, comment il s'appelle? Celui qui... Monsieur, son nom. Voilà, le procureur, là, il était procureur. Oui. Celui qui avait, excuse-moi, interrogé, c'était mon patron, l'actuel ministre Kamere. Voilà, donc vous avez des magistrats qui font leur travail. Il
Y a-t-il des magistrats corrompus? Y a-t-il des magistrats qui ne font pas leur travail? Ça, c'est pas à moi de porter un tel jugement. Mais je voudrais vous dire que l'IGF fait son travail et envoie les détourneurs devant la justice. Là, ce n'est plus Félix-Antoine Tshisekedi. Mais là, c'est qui est le magistrat suprême? Il est magistrat suprême, mais il ne s'ingère pas dans la justice. Vous voulez que chaque fois qu'il donne des ordres au procureur ou au président de cour pour qu'on dise que voilà, il est devenu dictateur? Maintenant, si on voit le genre, dernièrement, c'est au niveau des GKMI, plus de 100 millions de dollars détournés. IGF a dénoncé, mais où est cet argent-là? Excuse-moi. Vous savez, les affaires de la justice, ce sont des affaires qui c'est pas une omelette. Les affaires de la justice, c'est pas une omelette. Les affaires de la justice, c'est la chikwang. Vous savez, pour préparer la chikwang, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ça. Donc tu crois que tu es à l'abri, mais suivez ceux qui, il y a 10-20 ans, avaient commis des crimes économiques. Ils sont poursuivis aujourd'hui. Donc il ne faut pas penser que c'est fini. Mais je déplore un peu de constater qu'effectivement, certaines personnes, je ne sais pas lire le droit, mais l'opinion croit que ces gens ne devaient pas être libérés. Ça, c'est l'opinion. Est-ce que l'opinion a pris le droit? Est-ce que l'opinion connaît ce que c'est le droit? Pourquoi on libère quelqu'un? Quand vous allez dans un procès, il y a deux instances principales. Je ne suis pas juriste. Il y a la procédure, c'est-à-dire le commencement, hein? Le prologue. Est-ce que, en ce moment-là, tu sais, tu peux être criminel, mais si on trouve que la procédure a été mal entamée, tu es libre. Donc c'est très compliqué. Je ne veux pas jeter en pâture vraiment notre justice. Moi, j'encourage plutôt nos magistrats pour qu'ils puissent être à l'écoute de ce que l'opinion pense, pour qu'ils puissent rectifier aussi leur travail. Voilà. La télé, c'est le temps, nous commençons déjà à chuter. Parler un peu, quand on parle de l'économie, on parle aussi du secteur de l'agriculture. Dans 5 ans, que le politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait mis sur le plan d'agriculture? D'abord, nous avons un ministère, et là je peux dire, je commence d'abord par le DAIPN, qui était mort. Ah oui. Mais aujourd'hui, les DAIPN, quand vous allez ici, nous sommes à quelque part de la place des évolués, non? Oui. Je crois, si je ne m'abuse, tous les samedis, le DAIPN, le véhicule vient là pour vendre du poulet, vendre des œufs. Mais ça, c'est quelque chose de formidable. Ça n'existait pas avant. Maintenant, nous demandons, le président, c'est mon souhait, c'est ma prière, pour qu'il soit réélu, parce qu'il a une volonté de faire. Je crois la première qualité du président, c'est cette volonté, ce courage. Churchill, Winston disait que le courage, c'est la première qualité humaine, parce que c'est d'elle dont dépend qui impacte sur les autres. Et je trouve que chez le président, on a ce courage et cette volonté de relever les défis. Il a commencé un travail dont nous voyons déjà les résultats, et notre souhait que les populations puissent lui apporter leur suffrage pour qu'il entame un second mandat pour lancer l'économie congolaise sur les sentiers du développement. Donc l'agriculture souffre un peu des infrastructures, on commence, et nous allons tout faire pour que les routes deviennent une de grandes priorités afin de désenclaver les zones de production. Mais vous savez que l'argent va souvent dans les infrastructures, les routes, notamment dans les milieux urbains.
Quand vous voyez une ville comme Kinshasa, c'est un chantier formidable. Vous voyez comment les routes sont, quand vous allez à Lemba, je suis allé là-bas, j'étais surpris de voir que toutes les petites rues de Lemba ont été réfectionnées, la majorité. Et aujourd'hui, je vous dis, quand vous êtes à l'IPN, pour aller à Kinsuka, vous ne passez plus au-delà de l'IPN. Vous ne passez plus par l'IPN, par les DGI, non, il y a un raccourci. Samba Mwamba, il y a la terre jaune, et Andjili Brasserie. Il y a une route qui va directement à Kassangulu. Oui. Ce sont c'est un bilan élogieux. Et maintenant, grâce au PDL, le programme de développement local, communément appelé des 145 territoires, les administrateurs ont pris en main la réfection des routes. C'est ça qui fait, tu ne mets pas de l'agriculture. Oui. C'est ça qui freinait. Et moi, j'ai vu la carte. Le président de Foner, c'est un collègue, le PCA là-bas. Il m'a montré la carte, les routes qui vont être réfectionnées dans le cadre du programme de 145 territoires. C'est chaque territoire qui est concerné. Mais c'est votre territoire à vous? À nous, oui, même à Simanimba, vous prenez, pour ceux qui connaissent la Munzabala, juste qui toille au-delà de mon... je prends mon coin à moi, excusez-moi. Il y a des routes, je vous dis, avec le programme de 145 territoires, s'il continue avec notre président, les zones de production, les milieux ruraux seront désenclavés. Donc là, c'est une action, ce n'est même pas un plan, ça c'est du concret, c'est du concret. Parlez un peu sur le plan du bilan, sur le plan éducatif. Oui, nous sortons l'économie, mais là c'est l'économie de l'éducation. Oui, merci beaucoup. C'est au jeu de l'économie. Oui. Non, là c'est formidable. On parle de 5 millions d'enfants qui ont été scolarisés depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Ça, c'est formidable. Il y avait des enfants qui n'allaient même pas à l'école, qui étaient condamnés à être analphabètes. Mais aujourd'hui, grâce à la gratuité de l'enseignement, ils ont retrouvé la voie de l'école. Et demain, ça va être peut-être la santé. Donc, je vois que l'économie de l'éducation est bien partie. Et il va falloir que le président reste là pour maintenant entamer le second volet, qui est l'équipement et la construction de nouvelles écoles. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à construire. Mais avant lui, est-ce qu'il y avait ce mouvement-là? Nous savons, il y a un premier ministre ici qui a présenté un projet de construction des écoles, des routes des écoles. Quand les gens de l'Assemblée sont allés voir, ils ont trouvé que c'était des écoles fictives. Mais chez Félix Antoine Tshisekedi, vous ne trouvez pas, est-ce qu'on l'accuse que telle école n'a pas été construite alors qu'elle figure dans le programme? Non. Alors c'est ça donc, l'économie de l'éducation se porte bien, il y a de grands espoirs pour l'amélioration. Désormais, il faut s'attaquer à la construction de nouvelles écoles pour faire face à l'afflux de nouveaux inscrits, de nouveaux écoliers. Et on va aussi s'occuper de l'équipement de ces écoles. Donc je crois que là, depuis bien avant, on n'avait jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, c'est du concret. Monsieur Désiré, nous chutons déjà sur le plan économique. On a vu 5 ans de Félix Antoine Tshisekedi, on n'a pas vu des inspecteurs économiques sur le terrain. Pourquoi? Parce que vous étiez aussi le premier chef de l'État. Pourquoi on n'a pas formé des inspecteurs de l'économie? Clément souffrait que, j'ai répondu à toutes vos questions, souffrait que je ne puisse pas répondre à ça parce que ça dépendait de différents ministres qui se sont succédés. Il y a même un qui a été renvoyé, vous vous rappelez encore? Oui, donc je crois que là c'était une défaillance. C'est une défaillance parce que
Quand il n'y a pas, je disais tout à l'heure, Parce que c'est maintenant le propos des opposants pour attaquer Félix Tshisekedi. On demande où est Mpiodi, que le ministre de l'économie avait importé de Namibie. Où est donc, beaucoup de choses. Non, Clément. Il ne peut plus poser des questions puisque le ministre a été sanctionné. Pourquoi il a été sanctionné? Mais quand quelqu'un reçoit la sanction, ça voudrait dire qu'il a mal travaillé. Ah oui. Et alors pourquoi vous allez vous attaquer? Au contraire, nous, si c'était d'autres... On met ça au bilan du Félix. Mais il a eu son coup, non? Il a eu ce qu'il attendait. Hein? Il n'a pas travaillé. Je vais vous dire une chose. Le gouvernement, les actions du chef de l'État ont pris de la vitesse après le départ du gouvernement Ilukamba. Parce qu'il faut dire une chose, que ce gouvernement-là, c'était un gouvernement qui bloquait. Je vais vous citer un cas dans le cas du commerce extérieur. Les GIS, c'est les guichets uniques pour le commerce extérieur. Oui. Mais c'est une réforme importante. Ce n'est pas nous qui l'avons initiée, c'était initié avant. Oui. Mais cette réforme-là est restée longtemps, elle avait du plomb parce qu'il y a des ministres qui ne savaient pas prendre la décision attendue pour que le dossier puisse avancer. Donc il y avait des ministres qui bloquaient. Vous vous rappelez, il y avait même des nominations, des gens, je crois, à Chekamine. Oui. Et le ministre a refusé de notifier. Donc nous avons perdu 2 ans, 2 années. Je crois que si ce gouvernement, le gouvernement actuel, ou moins les structures gouvernementales actuelles étaient avant, dès le début en 2019, nous serions très loin. Ils bloquaient. Monsieur Désiré, que pensez-vous de ce que le président a fait avec le Cour des comptes? Vous êtes satisfait que cette cour-là, il était, mais il n'existait pas. Mais... Voilà, je crois que lorsque j'ai parlé de l'IGF, j'aurais dû agencer pour parler de la Cour des comptes. C'est toujours le retour de la peur des gendarmes. C'est toujours dans ce cadre. C'est-à-dire discipliner la gestion. Je vous ai dit, ceux qui disciplinent les actes au tambour, au tabac. Il faut toujours des gars. L'homme est foncièrement, excusez-moi, je ne vais pas dire mauvais, mais l'homme est foncièrement susceptible de commettre des erreurs. Alors, il faut qu'il y ait des garde-fous pour l'obliger à marcher sur la bonne voie. Et l'IGF, comme la Cour des comptes, ce sont des instruments de contrôle pour sanctionner les mauvais gestionnaires, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est grâce au président, parce que ces institutions ont été créées depuis le temps de Mobutu. Mais elles n'ont jamais fonctionné. Pourquoi elles n'ont jamais fonctionné? Parce que les gens mettaient l'argent dans les poches, ils détournaient. Alors, ils ne pouvaient pas accepter quelqu'un qui venait pour les déranger. Donc, à vrai dire, on peut dire le bilan du Félix Antoine Tshilombo sur le plan économique est positif. Mais je vous dis, il est satisfaisant. Il est satisfaisant et je voudrais que le président soit réélu. Moi, il a déjà ma voix, qu'il le sache. Et je voudrais qu'il puisse avoir un second mandat pour parachever cette grande œuvre qu'il a entamée avec beaucoup de courage et beaucoup surtout de volonté. Merci beaucoup, M. Désiré. Là, on parle de bilan sur le plan économique. On peut citer avec... nous sommes au moment des campagnes électorales. Si vous pouvez parler un peu de votre candidature, parce que vous êtes candidat député national au niveau de Massimanimba, dans les Kouilou. Quel est le message que vous pouvez lancer à ce moment-ci? Parce qu'il y a plusieurs gens à ce moment-ci qui vous suivent sur 10e rue, sur le peuple d'abord, sur de la foi télévision. Oui, j'ai pas le numéro 298, mais je ne vaux rien sans la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, pour moi, la priorité, c'est que Fatih Beton soit élu. Et la seconde, que je sois au Parlement pour faire voter des lois, les réformes dont notre économie a besoin pour que ces pays
que le président puisse atteindre son objectif, qui est de relever son niveau, de réduire la pauvreté et d'amener le peuple congolais à un bien-être. Alors, à mes frères de Massimanimba, je voudrais, ma prière, c'est que ce que vous aviez fait en 2011, vous m'aviez élu, j'étais élu et les gens de la CENI, le pasteur Swadia Mulunda, sont venus pour chercher le matabis, le pot de vin. Moi, je leur avais dit que un Tshisekedi ne peut pas aller au Parlement avec les habits d'un corrompu. Il ne peut pas aller avec le costume d'un corrompu. Et je voudrais vous dire que je suis demeuré dans cette éducation civique que Étienne Tshisekedi m'a inculquée, et j'ai eu même un avantage un peu particulier, c'est d'avoir passé 15 ans d'entretien à deux à deux. Donc chaque mois, j'avais au moins 3 heures d'entretien avec le président Tshisekedi, et nous passions en revue tous les secteurs, comment on devait reconstruire le pays. Et je suis nanti de cette éthique Tshisekedi que j'ai servi à Fatih Beton, et je voudrais encore les servir davantage si je suis au Parlement. Cela me fera beaucoup de bonheur, non seulement à moi, mais à tout, non seulement aux jeunes Massimane, je voudrais dire à tout le peuple congolais. C'est pourquoi je demande, Moukelom Banabeno, numéro 298, Nkamazole Makuma Ouvoa Nanana. N'entend que voter, quoi à la gauche, droite, voter Nani, Mouala Boulmakop, Tshisekedi, il y a pur sang. Bene Bingamonde, Mouke Ngwasi. Ils disent que moi je suis le neveu, le fils de Tshisekedi, parce que pendant des années on me proposait des postes, je ne voulais pas. Et pour eux, moi je suis donc son neveu, effectivement. Je suis son fils spirituel. Merci beaucoup, Monsieur Clément, que Fatih Beton soit réélu à une forte majorité. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre brièvement le bilan du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut voter numéro 20. Parce qu'on ne peut pas arrêter le train du changement. Le train du changement, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut continuer. Félix Tshisekedi Tshilombo a fait beaucoup de choses. On a vu des écoles, des hôpitaux, gratuité de maternité, santé pour tous. Alors, qu'est-ce qu'encore que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut encore offrir au peuple congolais? Il vous demande seulement le 20, voter numéro 20. On était ici au cabinet, là où on a tourné cette émission. On vous remercie. On remercie M. Désiré. Moi également. Tout le peuple, on vous demande à la prochaine, et on va fêter la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Absolument. Au revoir.